Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire que Didacto organise. Alors, nous allons vous laisser arriver tranquillement avant de pouvoir commencer. Donc, je vous laisse arriver, puis je vais vous annoncer le programme de cette heure. Je vous laisse arriver. N'hésitez pas à nous faire des petits messages. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là les fois précédentes, je vais vous expliquer un petit peu le principe. On vous laisse arriver là quelques minutes pour que tout le monde puisse être dès le départ du webinaire sur les jeux de coopération. Vous avez en bas une petite bulle discussion où vous pouvez nous écrire. Vous avez aussi les questions-réponses. Vous pouvez me poser des questions et nous poser des questions et on répondra soit au fur et à mesure du webinaire, soit à la fin lors du temps de questions. On va débuter le webinaire par Étienne qui va nous parler de façon générale des jeux de coopération et ensuite rapidement on va attaquer sur une présentation en direct des jeux qu'on a sélectionnés pour vous par tranche d'âge, etc. Je vous laisse arriver. Alors, à qui est-ce que je fais les petits coucous? D'où venez-vous? N'hésitez pas à vous manifester, à me faire un petit message. Ah bah si. Les petits bonjours d'un petit peu partout en France. Alors, je pense qu'on va peut-être pouvoir commencer ce webinaire. Oui, on a la Suisse, on a la France, on a la Drôme, on a les Hauts-de-France, Dijon, Mandelieu, un petit peu partout. Allez, on va pouvoir commencer parce qu'on a plein de jeux à vous présenter. Je vais laisser la parole à Étienne, puis à Laurence pour la présentation des jeux. Voilà Étienne, je vous laisse la parole. Étienne, il faut remettre votre micro. C'est mieux si on m'entend. Oui, voilà, parfait. Voilà, merci, bienvenue, bonjour à tous. Donc, je vais me permettre une petite introduction autour du thème d'aujourd'hui, qui est un thème, je pense, que beaucoup connaissent et pratiquent, si vous êtes ludothécaire ou maîtresse en maternelle ou en primaire. Donc, le thème du jour, ce sont les jeux coopératifs de 3 à 10 ans, et essentiellement, puisqu'on est quand même chez Didacto, pour une utilisation en collectivité, en école maternelle ou élémentaire ou en ludothèque. Donc, on n'est pas descendu en dessous de 3 ans et on ne monte pas au-dessus de 10 ans, parce qu'alors on passe dans le jeu adulte avec d'autres mécanismes et d'autres objectifs, d'autres types de jeux. Donc, on a préféré cerner. D'ailleurs, on pourra ensuite faire un autre webinaire autour d'autres jeux coopératifs pour d'autres âges. Donc, cette année, ABBA fête le 25e anniversaire du fameux Verger. Le Verger, c'est le premier jeu coopératif à succès qui a vraiment lancé le genre, au point d'en faire aujourd'hui, on peut dire peut-être une sorte de mode. Et il m'arrive souvent de dire quand on sélectionne un jeu, attention, ce n'est pas parce que c'est un jeu coopératif qu'on doit le référencer systématiquement. Néanmoins, on en référence beaucoup et aujourd'hui, c'est vraiment une catégorie à part puisqu'on en propose, nous, 120 différents chez Didacto. Donc, des jeux coopératifs qui permettent aux enfants de vivre une expérience d'ouverture vers les autres et de se découvrir aussi en découvrant l'autre, en dépassant leur envie de gagner ou leur peur de perdre, qui parfois les inhibe et crée un sentiment d'échec et d'incompétence. Donc avec le jeu coopératif, les enfants prennent mieux conscience de leurs points de force et peuvent se sentir valorisés lorsque les rivalités entre les uns et les autres diminuent. Et puis également, ça leur apprend les règles un petit peu de la civilité, du respect de l'autre, et ça fait quand même jamais de mal. Donc quand on arrive à composer avec tous ces aspects dans le cadre d'un jeu, eh bien, cela nous interroge, ça les interroge sur leur motivation, sur notre rapport à l'autre, sur les clés de notre intégration dans un groupe. Donc, ça nous entraîne au-delà, évidemment, du simple plaisir ludique. C'est l'intérêt du jeu coopératif d'aller plus loin comme ça. Donc, bon, le jeu coopératif, malgré les 25 ans du Verger, évidemment, ça existe quand même depuis toujours.
Et même aujourd'hui, il suffit d'aller faire un tour sur le net pour trouver partout des idées de jeux coop dont certaines idées n'exigent aucun matériel spécifique. Donc en classe, ça peut être très simple. Par exemple, un jeu où par paire, un enfant aux yeux bandés guide de la voix, enfin se fait guider par un de ses camarades, ou un jeu où deux enfants se font face et l'un fait lentement des gestes que l'autre doit imiter comme dans un miroir. Donc dans le premier cas, celui des yeux bandés, on est dans le registre de la confiance et de la communication orale, et dans l'autre, de la communication non verbale, mais on voit bien l'utilité de ce type d'activité. On peut aussi facilement détourner des jeux classiques. Par exemple, le jeu des chaises musicales, qui est une sorte de compétition sauvage qui se termine limite en pugilat entre les quelques-uns qui restent autour des chaises, tandis que les éliminés les regardent vaguement frustrés et un peu ennuyés. Donc on peut aussi imaginer, par exemple, faire ce jeu des chaises musicales en retirant toujours une chaise supplémentaire après chaque tour, comme dans le jeu classique, mais en demandant aux enfants de coopérer afin de trouver à chaque fois de la place pour tous sur les chaises qui diminuent au fur et à mesure. Donc ça peut signifier s'asseoir sur les genoux de l'autre, partager les chaises. Il y a moins en moins de place, mais personne n'est éliminé. Bon. Dans les grands classiques de ces jeux coopératifs moteurs, on a bien évidemment le jeu du parachute et ses multiples variantes, que nous vendons évidemment chez Didacto en différentes tailles ou en différentes formes. On ne va pas le montrer aujourd'hui, mais on vous présentera tout à l'heure un ou deux jeux qui font appel à la motricité, mais globalement aujourd'hui, on va quand même se concentrer sur les jeux de plateau, jeux de société classiques. Alors, avant d'en venir à la présentation de ces jeux, je voudrais rappeler quelques objectifs et brosser un peu le cadre pour l'utilisation des jeux coopératifs en collectivité. Donc, quels objectifs pédagogiques poursuit-on quand on met en place un jeu coopératif en collectivité? On peut le ranger en trois types d'objectifs principaux, même si évidemment tout ça se mixe et se mélange au sein d'un même jeu. Donc, un premier objectif, c'est de se connaître et connaître l'autre. C'est le cas, par exemple, de l'exemple tout à l'heure du jeu du miroir. Un deuxième objectif, se faire confiance et faire confiance à l'autre. Donc, c'est le cas du jeu de l'aveugle tout à l'heure que j'ai cité également. Et enfin, évidemment, coopérer, réussir ensemble en mettant en place des stratégies communes. Donc là, on est plus dans une deuxième étape, souvent en grande section de maternelle ou en élémentaire, où le jeu coopératif peut favoriser la pensée créative, la résolution de problèmes en commun. Ces objectifs, on les atteint en respectant un certain nombre de règles dans la gestion du groupe. Tout d'abord, la règle de l'engagement et de l'acceptation. Donc l'engagement, c'est que tout le groupe doit participer activement. Il n'est pas question d'en laisser certains sur le bord de la route, parce que si c'est juste un jeu coopératif entre les plus forts, les plus intelligents, les plus motivés, on passe quand même complètement à côté de l'objectif. L'acceptation, donc tous les membres du groupe doivent être acceptés tels qu'ils sont. C'est à peu près l'équivalent de ce qu'on vient de dire. Il n'est pas question de mettre les plus performants en avant pour arriver plus rapidement possible à la destination. Tout le monde doit avancer au même rythme et aucun jugement ne doit être exprimé envers les coéquipiers, ni positif, ni négatif. Dans le même ordre d'idées, personne ne doit être mis en évidence. Donc, les jeux ne doivent pas demander d'habileté technique ou physique spéciale, quelle que soit la difficulté de l'épreuve. L'autre règle à respecter, bien évidemment, c'est que personne ne doit être éliminé, tous peuvent gagner, tout le monde doit vivre des situations de succès. C'est ainsi qu'on rejoint ensuite la notion de plaisir, parce que le jeu coopératif est avant tout, évidemment, un jeu. Donc, même s'il y a des objectifs à atteindre, et pour que la motivation soit toujours au rendez-vous, il faut que les activités se déroulent dans une atmosphère bienveillante et décontractée, c'est quand même évidemment le minimum. Alors, pour que ça fonctionne, il y a quelques règles de bonne pratique à mettre en place, et la plupart d'entre vous, évidemment, les connaissent et les pratiquent au premier chef. Donc, la première chose, c'est que coopérer, ça s'apprend. Ce n'est pas forcément inné. Donc, il faut tout d'abord poser le cadre de jeu, un cadre de jeu sécurisant pour l'enfant, en expliquant les règles qui vont permettre de bien vivre le jeu coopératif pour que les enfants qui en ont besoin se sentent en sécurité. Et puissent ensuite s'ouvrir et travailler leur estime de soi sans avoir la pression du résultat. Donc, ça, c'est un peu des tautologies, et ça peut paraître un peu banal, mais c'est très important. Ensuite, un enfant, surtout en maternelle, a besoin de temps. Il lui faut donc lui proposer des phases de découverte suffisamment longues pour qu'il puisse s'approprier les jeux, s'habituer à l'espace de jeu, aux accessoires, comprendre les consignes. C'est important aussi de refaire plusieurs fois le même jeu pour qu'il comprenne un peu cette notion de coopération et qu'il l'intègre davantage. C'est par la répétition que va se faire l'acquisition. Pour l'adulte,
accompagnant, dans le cours du jeu, il faut toujours rester vigilant et intervenir, évidemment, si un enfant est brutal, prend trop le leadership, laisse pas parler les autres, ou à l'inverse, s'il ne dit rien ou est trop effacé. Pour certains, on peut imaginer, si certains ont besoin de plus de temps ou d'un peu de distance, on peut leur proposer d'utiliser un joker. S'ils ne veulent pas jouer, se mettre un petit peu en retrait, observer pour être ensuite réintégré dans un second temps. Ça peut être que temporaire. Si c'est un jeu asymétrique, avec des rôles différents, évidemment, tant que faire se peut, il faut faire tourner les élèves, leur faire jouer les différents rôles. Et parfois, on a des surprises et des révélations, des caractères qui se révèlent à ce moment-là. Et enfin, c'est très important, il faut mettre des mots sur ce qui s'est passé. Donc, à la fin du jeu, prévoir un temps d'échange. Est-ce que je me suis impliqué dans l'activité? Est-ce que je me suis impliqué dans l'équipe? Est-ce que j'ai su attendre mon tour? Est-ce que j'ai su aider les autres ou demander de l'aide? C'est important aussi. Est-ce que j'ai eu du plaisir à faire ce jeu? Pourquoi? Voilà. Donc, je conclue cette courte introduction en rappelant qu'on ne peut pas toujours faire des jeux où tout le monde s'aime, hein, parce que c'est quand même pas ça la vie. La compétition, c'est aussi utile et ça peut venir pimenter, ça peut venir pimenter la vie. En fait, il faut le prendre comme une petite pincée d'épices, mais la compétition ne peut pas être le seul pilier sur lequel repose la vie en société. Donc, c'est l'utilité des jeux coopératifs. Mais d'ailleurs, on peut aussi mixer le coopératif et le compétitif en faisant jouer les enfants à des jeux compétitifs, mais par équipe de 2 ou 3. Donc, on reste dans un cadre de compétition bienveillante avec une autre équipe, mais à l'intérieur de chaque équipe, on discute, on dialogue, on décide ensemble, et certains jeux s'y prêtent particulièrement, comme par exemple le 6 qui prend ou le quarto. Voilà, on va passer à la présentation des jeux, et on va commencer par ceux qu'on ne vous présentera pas dans le détail. Pourquoi? Parce qu'il a bien fallu choisir, et parce que comme le verger, ils sont probablement connus de la grande majorité d'entre vous, donc on va juste les montrer, puis ensuite on rentrera dans le détail pour d'autres jeux. Je vous remercie, et je passe la parole à Laurence, et je vous retrouve tout à l'heure. Voilà Laurence, à toi. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce webinaire. Donc voilà, vous voyez là la petite pile de jeux qu'on ne va pas vous présenter, mais qui sont chez Didacto depuis toujours, en particulier le verger, qui est un jeu purement mécanique de cueillette, mais que les enfants ont beaucoup de plaisir à pratiquer, et qui a donné ensuite le premier verger, avec également une mécanique de cueillette, mais avec des très gros fruits, et voilà, donc ce qui fait que c'est très accessible pour les petits. On a depuis très longtemps aussi le fameux jeu du loup. Voilà, il s'agit d'aller collecter les petits fruits avant que le loup soit habillé et sorte du bois, sur le thème de la célèbre comptine Mouilletu. Chez Djeco, on a aussi depuis fort longtemps le hop hop hop, avec ce pont qu'il faut traverser avant que la tempête fasse passer le pont à l'eau. Un petit peu plus compliqué, le Wolfie, sur le thème des 3 petits cochons qui essayent d'échapper au loup et de construire leur maison justement avant que le loup les ait fait bouillir dans la marmite. C'est un jeu assez tactique. Et puis, cette petite rétrospective, on termine par le nom d'un renard, qui est encore un petit peu plus compliqué, qui a eu l'As d'or à Cannes en 2018 et où les enfants sont des enquêteurs avec des petites loupes. Voilà, j'ai vu des enfants, alors mes plus 6 ans, jouer en boucle à ce jeu des après-midi entières. Donc voilà, donc ça c'était la petite rétrospective et maintenant je vais vous montrer en détail. Donc on va vous montrer, on a sélectionné 20 jeux plus récents. Voilà. Alors, on commence par Attrape-Rêve. Donc, Attrape-Rêve, qui a eu l'As d'or l'année dernière à Cannes, voilà, pour les enfants. Donc, c'était dans une autre vie, dans la vie des salons. Et là, je vais vous présenter aujourd'hui, il y a plein de règles dans ce jeu, c'est ça qui est bien. Et la règle coopérative, elle est vraiment pour les petites, elle est toute simple. Il y a des cartes cauchemars qui ont des dos différents. Plus la lune est grosse, plus c'est compliqué. Donc, on peut démarrer, vous voyez, avec un tout petit croissant de lune. Et au fur et à mesure, on va révéler des cauchemars. Et il s'agit simplement de trouver le doudou qui va être assez grand pour recouvrir le cauchemar. Voilà. Allez, je dis celui-là. Voilà, mon doudou a bien recouvert mon cauchemar. Je me sépare du doudou et du cauchemar. Et il faut jouer comme ça jusqu'au bout sans se tromper. Voilà, c'est très facile. Après,
on a d'autres règles où on va, sur ce petit nuage, la collecter. Quand on a une bonne réponse, dans ce petit coussin, on va collecter des règles. Voilà. Donc là, si on arrive à chasser les cauchemars, on gagne des règles. Voilà. Donc, et puis après, pour l'encore plus grand, il y a une règle avec de la rapidité. Donc voilà, ça c'était attrape-rêve. Et Sabine, je te redonne la main pour présenter le jeu suivant pendant que j'installe le jeu. Le jeu suivant où je monte sur le site attrape-rêve déjà. Parce que là, tu es allé un peu vite. D'accord, j'ai été un peu vite. Vas-y. Donc, tu préfères avant ou après? Avant. Donc, je vais faire attrape-rêve et puis le suivant et après, on va faire le suivant en direct. Donc, excusez-nous, on finit de caler les petites choses. Donc, voilà, je vous montre sur le site. À chaque fois, je vais reprendre la main sur le webinaire et montrer sur le site le jeu. Comme ça, vous avez la boîte que souvent, Laurence va vous présenter la boîte ouverte. Donc là, vous voyez, comme ça vous donne l'idée de la boîte, des éléments. Vous montre sur le site et comme ça directement vous avez aussi le prix et voir comment le jeu se présente. Donc ça c'était attrape-rêve et maintenant je vais vous montrer et je vais vous montrer Happy Bunny qui est le jeu suivant que Laurence va nous présenter. Voilà, donc là la boîte. Et 21,90, comme ça vous avez une idée de la présentation sur le site. Voilà, à toi Laurence. Alors donc, Happy Bunny. Happy Bunny, j'ai planté dans le plateau de jeu des carottes. Ici, il y a le fermier qui surveille son champ de carottes parce que quand même, il aimerait bien en profiter. Mais le petit lapin qui, lui, a très envie d'aller croquer les carottes. Alors, on va jeter le dé. Le petit lapin avance jusqu'à la case rose. Et là, il a le droit de déterrer 3 carottes. Alors, hop, une carotte. Quand elle est entière, comme ça, je suis obligée de la remettre. Donc, il faut que je me rappelle que celle-ci, ce n'est pas la peine d'aller la chercher. J'en déterre une autre. Ah, celle-là, elle est croquée. Je peux la gagner. Et comme je suis sur une case où il y a écrit 3, j'ai le droit de chercher encore une autre carotte. C'est bon. Elle est croquée aussi, je peux la garder. Et sur le côté de la boîte, je vais vous montrer avec mon autre caméra, vous avez une petite règle. Vous voyez la petite règle? Voilà. Et donc, je vais aligner mes carottes le long de la petite règle. Et pour que le lapin ait gagné, il faut que l'on ait fait 2 lignes de carottes. Par contre, si le lapin arrive au bout avant d'avoir fait ces 2 lignes de carottes, eh bien là, le fermier l'attrape et c'est peut-être le lapin qui va passer à la casserole. Voilà, pour ce petit jeu, pas compliqué, avec de la manipulation. Happy Bunny. À toi, Sabine. J'ai eu une petite remarque où on nous demande de bien préciser les âges à chaque fois des jeux qu'on présente, Laurence. Donc là, on va passer à tous sur l'arche, mais jamais sans sa valise. Donc là, comme je vous présente sur le site, en fait, vous pouvez le voir. Là, celui-ci, on l'a mis à 3 à 6 ans. Donc, il est à 12 € pour des parties de 2 à 4 joueurs, 15 minutes. Voilà, je vous laisse un petit peu voir sur le site. Laurent, si tu veux repréciser sur Attrape-Rêve et puis Happy Bunny sur les âges, mais voilà, tous sur l'arche 3-6 ans et on va vous les préciser sur les suivants. Voilà, à toi. Alors, les 2 premiers jeux que je vous ai montrés sont des jeux à partir de 3 ans. Voilà, donc 3-6 ans, Attrape-Rêve, ça marche parce qu'il y a plein de règles. Donc, vraiment, celle que je vous ai montrée, elle est très simple, mais après, on évolue. Et puis, Happy Bunny, il y a le côté manipulation, les carottes et tout. Oui, il adore. Les carottes, elles sont en plastique, elles sont un petit peu dures. Hein, c'est solide, c'est chouette. Voilà. Donc là, je suis en train d'installer un jeu à bas qui n'est pas très vieux, qui est tous sur l'arche. Et c'est aussi à partir de 3 ans. Ça marche aussi pour 3-6 ans. Donc, vous voyez, là, vous avez l'arche. Bon, un joli petit arche comme ça. Donc, je vais mettre un peu hors champ de caméra. Ici, on a les valises. Et puis là, on a les petites dalles sur lesquelles attendent les animaux pour monter dans l'arche. Voilà, donc plein de petits
animaux en bois, très jolis. Voilà. Et on a Noé, voilà, qui supervise la montée des animaux sur l'arche. Alors, les animaux, pour avoir le droit de monter sur l'arche, doivent trouver leur valise. Quand c'est à mon tour de jouer, là par exemple, Noé, il est à côté de l'éléphant. Je peux me dire que je vais chercher la valise de l'éléphant, mais je peux aussi chercher la valise de la vache ou chercher la valise du cochon. Donc, je retourne une valise. Je n'ai pas fait exprès, je vous promets. C'est la valise de l'éléphant. Super. L'éléphant, donc il monte sur l'arbre, avec sa petite valise, et voilà. Et tous les animaux se rapprochent. Voilà. Donc là, vous avez compris le mécanisme. Si je retourne une carte avec de l'eau, et là, c'est que les animaux commencent à prendre l'eau, et on va retourner les dernières cartes. Donc celle-ci, vous voyez, l'eau. Là, j'ai 2 points. Donc la deuxième case, là, je la retourne. Bon, le mouton, elle n'est pas dans l'eau, mais ma foi, ce n'est pas grave. Il peut attendre son tour de monter sur l'arche. Pour gagner, il faut avoir fait monter tous les animaux avant que tout le monde ait pris l'eau. Voilà. Si toutes les dalles sont retournées, on a perdu. Cette valise-là, avec de l'eau, je la retourne. Donc, il faut s'en rappeler. Ça fait appel à la mémoire. Et puis, on s'aide pour repérer et se rappeler où sont les valises. Donc, voilà pour tous sur l'arche. Merci Laurence. J'ai eu une petite question sur le Happy Bunny, donc je vais revenir dessus juste pour une petite précision parce que j'ai eu quelques questions dessus. Oui, c'est un vrai coopératif parce qu'on joue tous, tout le monde va faire déplacer le lapin. Donc chacun son tour, on va lancer le dé et déplacer le lapin et c'est un vrai coopératif et la partie s'arrête quand on a l'objectif est de collecter 2 longueurs de carottes avant que le lapin ne soit sorti du potager. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à personne qui n'a pas bien compris la coopération. Donc, il n'y a qu'un seul lapin et c'est le dé qui va faire déplacer. Chaque personne déplacera le même lapin. Voilà, on a un même objectif. J'espère avoir répondu à la question. On va passer maintenant à Max le chat. Max le chat, voilà. Donc 26,80. On l'a mis à partir de 4 ans et de 1 à 6 joueurs. Je vous montre la boîte et l'intérieur que Laurence va vous présenter. À toi, Laurence. Alors voilà, Max le chat, vous voyez, j'ai monté le petit arbre au milieu. Donc ça nous fait un jeu en relief assez sympathique. Je change de caméra. Voilà. Alors, on a en fait 3 petits animaux. Un oiseau, une souris et un écureuil qui se promènent dans le jardin, mais le chat rôde et les chats aiment bien attraper les petites souris, embêter les écureuils et attraper les oiseaux. Donc au début de la partie, voilà, on a le chat là qui est dans son panier et les petits animaux ici en train de se promener dans le jardin. Chaque joueur à son tour jette les 2 dés. Les dés verts permettent de bouger les animaux. Les dés noirs font avancer le chat. Donc, on joue tous avec tous les animaux. Donc, le tout, au fil de la partie, c'est d'avancer en fait l'animal qui est le plus près du chat pour pas qu'il se fasse croquer par le chat. Donc là, je peux avancer 2 animaux. Donc, admettons que, ah bah tiens, je vais avancer la souris 1 fois, 2 fois. Et là, vous voyez, il y a un petit raccourci pour la souris. Et hop, la voilà ici. Elle est un petit peu hors de danger. Donc, petit à petit, les animaux vont avancer sur le plateau. Là, j'ai un petit raccourci pour les écureuils. Là, j'ai le petit raccourci pour l'oiseau. Et puis, bah, il y a le chat aussi qui avance. Et si le chat, eh bien, s'il rattrape la souris, eh bien, voilà, la souris, elle est croquée. On va continuer le jeu avec les autres animaux, mais quand il rattrape, il croque l'animal. Quand on trouve que le chat se rapproche dangereusement, on a des petites friandises pour le chat. On en a 4. Par exemple, on peut lui servir du lait, une boîte de viande, voilà. Et à ce moment-là, hop, il retourne au panier pour avoir sa friandise. Quand les animaux arrivent au bout, c'est assez mignon. Le petit écureuil, il va monter dans l'arbre ici. Le petit oiseau, il va aller sur son nid. Et la petite souris, elle va aller
Voilà, là, un petit trou pour aller dans la terre. Donc là, en fait, on a gagné si on a sauvé les 3 animaux. On continue à jouer si le chat en mange un ou deux, et puis ça peut être nature à discussion, quoi. Dans la nature, les petits chats, c'est vrai que ça embête un peu les animaux. On me demande de préciser le rôle des 2D. Alors, vert, c'est ou l'oiseau, ou la souris, ou l'écureuil qui avance, et noir, c'est le chat qui avance. Ok. Voilà. Maintenant, nous allons vous présenter Marmite du beau temps. Donc, un jeu de chez Abba à 18 € à partir de 4 ans. Je vous montre à chaque fois la boîte et le grand puzzle que Laurence va avoir du mal à tout déplier, tellement il est grand. Voilà, j'ai un petit peu de mal. Donc voilà, là j'ai monté le puzzle. Voilà, à toi Laurence. Voilà. J'ai monté le plateau. Voilà, vous voyez, c'est 6 morceaux de puzzle, c'est assez grand. Peut-être je peux vous le mettre comme ça si ça ne vous donne pas mal au cœur. Voilà. Donc en haut, on va mettre des cartes recettes. En fait, c'est le cuistot. Vous voyez, il est parti se promener là. Et son copain, le corbeau, qui veut lui faire une surprise parce que c'est son anniversaire. Alors, pour son anniversaire, il dit, aujourd'hui, c'est mon tour de faire la cuisine. Donc, on a là des cartes recettes. On en met 3 au hasard ici, là. Voilà. Et on met sur le plateau de jeu plein de petits ingrédients. Voilà, donc les petits ingrédients, on en met partout, dans toutes les pièces. On répartit à peu près. C'est pas un ingrédient de plus à un endroit ou un ingrédient de moins. Ça n'a pas d'importance. Voilà, les petits ingrédients. Hop, hop, hop. Bon, on dirait qu'ils y seraient tous. Hein. Voilà, et on a ce dé là qui va faire avancer le corbeau. Donc, si je tombe sur une patte, 2 pattes, 3 pattes, vous voyez, le corbeau démarre d'ici et il va commencer à aller dans les pièces. Donc là, imaginons, on a fait 3 pattes, j'arrive dans cette pièce-là, j'ai le droit de retourner un ingrédient. Je retourne. Ah, c'est la grenouille. Alors la grenouille, elle est embêtante, la grenouille, elle fait changer 2 choses de place. Donc, il faut se rappeler où on la met pour ne pas la retirer une autre fois. Voilà. Donc là, j'ai joué. Donc, voilà. Quand on tombe sur le cuistot, et là, il se rapproche. Voilà. Donc, petit à petit, le corbeau va aller explorer. Voilà. Là, par exemple, j'ai trouvé un radis bleu, un navet. Et ben, ce n'est pas de chance parce que je n'en ai pas besoin pour mes recettes. Voilà. Quand le corbeau arrive ici, là, il peut changer de pièce. Vous voyez, il peut descendre où il veut, ce qui peut être très pratique pour vite fait aller courir d'un endroit à l'autre de la maison. Voilà. Donc là, par exemple, si je retire ceci, là, j'en ai besoin. Donc, je le pose là. Voilà. Donc, si le corbeau a réalisé les 3 recettes, il a gagné. Si le cuisinier arrive avant que la cuisine soit finie, ben, le corbeau n'a pas atteint son objectif. Voilà. Donc, il faut tous coopérer pour se rappeler ce qu'on a déjà soulevé, etc. Pour simplifier, on peut trier les recettes, mettre des recettes avec 2 ingrédients, par exemple, ou mettre que 2 recettes au lieu de 3. Voilà, la marmite du beau temps. À partir de 4 ans. Maintenant, surprise au poulailler. Surprise au poulailler. Je vous montre la boîte, comme d'habitude. La jolie maison. Les dérons. Et oui, ça arrive. Donc, 29,90 €. Et là, pareil, on est à partir de 4 ans, de 4 à 8 ans pour ce jeu. J'espère que vous voyez bien quand je vous fais défiler sur le site les éléments. Si ce n'est pas trop rapide, n'hésitez pas à me faire un petit retour là-dessus si ça vous convient ou s'il y a quelque chose qu'il faut changer pour que ça soit le plus agréable pour vous. Voilà, Laurence, à toi. Alors, on a une petite… Ah, attends, Laurence, j'avais des questions. Oh, vas-y, pendant que j'installe. Le corbeau peut-il faire des allers-retours entre chaque étage? Oui, oui, tout à fait.
Parce que le corbeau va où il veut déjà quand il se déplace sur les petites cases blanches. Et puis, il peut utiliser la gaine d'aération pour circuler plus rapidement. Donc, il est totalement libre de ses déplacements. Et comment se déplace le chef cuistot? C'est quand on tombe sur la toque du chef cuistot, il avance d'une case. Ok, bon, bah, je pense que c'est clair. Si j'ai d'autres questions, je te dis. Voilà. Alors voilà, j'ai installé surprise au poulailler. Donc, vous voyez, il y a une petite maison qui est installée sur un socle là. Voilà. Alors, on a le point de départ. Donc, alors, il y a une règle compétitive et une règle coopérative. Donc, je vous présente la règle coopérative. Donc, ce sont des petits poussins facétieux qui n'ont qu'une envie, c'est d'aller s'éclater dans le jardin. Ça, c'est un petit œuf en chocolat. Voilà, c'est utile des fois. Vous allez voir après. Et le problème, c'est que maman poule n'est pas d'accord du tout. Voilà, elle voudrait bien que ces petits poussins, ils rentrent se coucher. Alors, à chaque tour de jeu, vous voyez, on a un déron. Donc ça, déjà, ça interpelle les enfants. Les dérons, vous connaissez. Hop, ça s'arrête parce que c'est lesté, mais on se demande comment ça marche. Alors, on jette le déron. Voilà. Il est sorti par la porte jaune et il a fait un 5. Donc, tout le monde joue avec tous les poussins. Je choisis un petit poussin au hasard et je lui fais faire 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai un petit poussin ici. Et maintenant, alors là, il faut me croire sur parole, je vais vous montrer ça comme ça. La maison, elle a des petites portes de couleur, vous voyez, porte jaune, porte verte, porte rose et porte bleue. Là, le dé était sorti par la porte jaune. Du coup, maman rejoint la prochaine case jaune. Donc, tous les petits poussins vont circuler comme ceci. Si un poussin est sur un tronc d'arbre, eh ben, ma foi, là, il est caché dessous. Sa maman ne le voit pas. Si la maman double un poussin, elle le rentre dans sa coquille. Donc là, déjà, ce n'est pas très bon pour lui. Parce que la maman, elle tourne quand même assez vite. Là, ses petits frères, s'ils repassent par-dessus lui, hop, le réveil et le petit poussin peut retourner gambader dans le jardin. Si maman poule repasse sur un petit poussin qui est déjà dans l'œuf, celui-ci, il est cuit, il faut qu'il rentre à la maison. Voilà. Et là, à ce moment-là, eh bien, on a perdu. Et le petit œuf de Pâques, là, il sert parce que une fois que les petits poussins sont arrivés dans le potager, là, on n'a plus tellement de monde pour aller sauver les autres poussins. Donc, à ce moment-là, on se sert de cet œuf de Pâques. Voilà. Avez-vous des questions? Non, une petite remarque pour ceux qui observent bien, c'est que le toit, tu l'as mis à l'envers parce que les bandes de toit correspondent aux portes. Mais oui! Il y en a qui suivent, hein? Voilà. Mais c'est vrai, parce que du coup, c'est plus visible. Ouais. Voilà, il y en a qui suivent. Il y en a qui suivent. Merci, ça fait plaisir. Alors, j'ai une question. Chaque enfant a un poussin ou il déplace celui qu'ils veulent? On déplace celui qu'il veut. Parce qu'on le déplace aussi, on choisit celui qu'on déplace par rapport à la valeur qu'on vient de tirer, par rapport à l'endroit où est la maman. S'il y en a un qui est trop près de la maman, hop, on va vite se faire s'éloigner. Enfin, comme des enfants qui seraient en train de faire des bêtises dans le jardin, quoi. Le matériel de la maison a l'air d'être fragile. Le matériel de la maison. C'est pour moi, c'est du... Enfin, je sais pas quand le... Du carton. On en a déjà vendu beaucoup et on n'a eu aucune demande de SAV. Donc, pour nous, c'est le repère. Voilà. Le jeu qu'on vend parce qu'on se dit il va tenir le coup et au bout d'une semaine et puis de 2 semaines et d'un mois, les SAV pleuvent. Alors, on assure les SAV, bien sûr, et on arrête le jeu parce que ça veut dire qu'en collectivité, ça ne tient pas. Mais celui-ci, on a eu 0 demande. Parce qu'en fait, la maison, bah, c'est vrai qu'elle n'est pas... c'est du carton, hein, mais une fois qu'elle est installée, en fait, on jette le dé dedans, on ne la manipule pas une fois qu'elle est installée. Donc, voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur la solidité. Ok, très bien. Alors, j'arrive. Alors, si je ne me trompe pas, nous passons à Bye Bye Monsieur Fox. Mr. Fox même. Bye Bye Mr. Fox.
Blue Orange qui nous présente ce jeu à 21,90 €. On est encore à partir de 4 ans. On est toujours pour l'instant dans la même tranche d'âge, 4 à 8 ans. Je vous montre la boîte. Voilà. À toi, Laurence. Alors, c'est un jeu à partir de 5 ans. En fait, on a classé les jeux qu'on va vous montrer en grandissant en âge. Voilà, donc plus ça va aller, plus les jeux vont être compliqués. Donc ici, on a un jeu de Marie et Wilfried Ford qui nous font de plus en plus de jeux, qui font parler d'eux. On est encore au poulailler avec des œufs. Vous voyez là, on a une petite poule là, qui court. Voilà, 3 petites poules. Et j'ai mis ici des jetons avec des œufs. Alors, chaque joueur à son tour commence par prendre une petite girouette. Il la retourne. Et si c'est un œuf, ben, ma foi, il le met au milieu. Et si c'est un personnage, il va le placer là. Voilà. Vous voyez, il y a les renards et les poules. Et ensuite, hop, il fait tourner la girouette. Là, la girouette, je regarde ici, j'ai un œuf. Et un œuf pour la poule noire. Hop, je vais mettre un œuf pour la poule noire. Très bien. Joueur suivant. Oh, oh, c'est le renard. Alors, le renard ne peut pas être mis sur un renard, donc je suis obligée de le mettre sur une poule, et ça, c'est pas bon du tout. Vous allez voir pourquoi. Et je tourne. Voilà, donc là, ça va. C'est encore un œuf que je peux mettre chez une des 3 poules. Donc, celle-ci, elle n'en a pas. Hop, je vais le mettre là. Le problème, c'est que si à un moment, imaginons qu'il y a un œuf ici, voilà, si je fais ça, vous voyez, et bien là, c'est un œuf pour le renard, et le renard prend l'œuf. Et hop, je lui mets ici. De même que si à un moment donné, j'ai trop d'œufs au milieu, voilà, on en a encore un, on a encore un, et que j'en retire un autre, et bien direct, il est pour le renard. Voilà. Donc, on va essayer au fur et à mesure qu'on tire des poules, au contraire, d'effacer le renard pour remplir au plus vite bien, les 3 œufs de chaque petite poule. Et l'objectif, c'est qu'ils aient leurs œufs, tant qu'il y en a. Quand il y en a plus, c'est le renard qui a gagné. Voilà. C'est rigolo de mettre les petits œufs, vous voyez, pour le renard dans le plateau. Là, c'est sympa. C'est une jolie trouvaille. Donc, voilà pour Bye Bye, Mr. Fox. Des questions? Non, je ne vois rien venir. Alors, on va passer au suivant. Potomac de Djeko. Voilà l'extérieur et l'intérieur. Donc, comme ça, je vous permets de voir le prix. Je n'ai pas eu de remarques sur la présentation sur le site, donc je pense que la vitesse de déroulé doit vous convenir pour voir les différents éléments importants. Petite remarque aussi, je ne vous ai pas dit en début de webinaire, c'est qu'on vous a préparé un petit catalogue PDF avec tous les jeux qu'on vous présente cet après-midi et qu'on va vous envoyer par mail. Voilà. À toi, Laurence. Alors, Potomac, c'est aussi à partir de 5 ans. C'est un jeu là où on va déjà beaucoup plus réfléchir. Ce n'est pas mécanique du tout. Et il y a vraiment du suspense. Et là, on va pouvoir aller, moi je dirais bien jusqu'à 10 ans. Mais voilà, personnellement, vous savez, les jeux avant des références, on y joue. Bon, une partie de premier verger, on ne la finit pas forcément, mais celle-ci, je peux vous dire que je suis allée jusqu'au bout. Alors, Potomac, ce sont des petits animaux qui doivent traverser la rivière pour rejoindre les bois. Mais il y a un loup. Voilà. Et on a des cases, des petits cartons bonus, là, des petits tuiles bonus que l'on va pouvoir atteindre quand on arrive dans le bois, qui vont nous permettre un peu d'échapper, de calmer les ardeurs du loup. Voilà. Donc, quand le dé fait blanc, un des animaux peut se déplacer en avant ou sur le côté. Donc là, par exemple, je suis au début de la partie, hop, je le mets dans le bateau. Quand le dé tombe sur bleu, le bateau avance. Voilà. Et si je retombe sur blanc après, hop, celui-ci, la traversée, c'est fait. Quand le dé tombe sur la fleur jaune, le loup recule vers la fleur jaune. Quand le dé est
orange, le loup avance vers la fleur orange. Donc, le tout, ça va être de gérer les déplacements des animaux pour pas qu'ils se fassent attraper par le loup. Et quand un animal arrive en forêt, hop, on gagne un petit bonus. Ce bonus-ci permet de sauter par-dessus le loup. Et ce bonus-ci permet de le neutraliser pour un coup. Donc voilà. Donc, il faut vraiment réfléchir à comment on bouge les animaux sur le plateau pour ne pas tomber dans les griffes du loup. Voilà. Un jeu qu'on a beaucoup aimé. La partie est terminée si le loup attrape un animal ou si on perd les bateaux. Parce que, vous voyez, il y a un torrent. Donc, après, le bateau tombe. Et puis, il y a un deuxième. Voilà. Si les deux bateaux sont tombés et qu'on n'a pas fait traverser tout le monde, eh ben, on a perdu également. Voilà pour Potomac. Alors, après Potomac, on va vous présenter la maison des souris. Donc là, sur le site, vous voyez la boîte, l'intérieur. Voilà. Alors, si vous avez bien suivi et si vous voyez bien sur le site, donc là, je à 30 € à partir de 5 ans, c'est qu'il est bientôt de retour en stock parce que, victime de son succès, il est en rupture jusque mi-mars. Mais vu qu'il fait partie des nouveautés, vu qu'il est dans la thématique du jour, on a quand même fait le choix de vous le présenter. À toi, Laurence. En fait, on n'a pas pu résister au fait de vous le présenter parce qu'il est vraiment très original. Très, très original. Donc, vous voyez, on a ici la maison des petites souris. Voilà. Excuse-moi, Laurent, j'avais une question sur le Potomac, il vaut mieux y rester. Peut-il y avoir 2 animaux sur le bateau Potomac? Sur le bateau? Ouais. Peut-il y avoir 2 animaux sur le bateau Potomac? Je crois que oui, mais à vérifier dans la règle. Je crois que oui, mais 2 max. Merci. Voilà. Alors, donc, c'est la maison des petites souris. Et donc, je ferme la maison. Et j'ai ici des jetons. Oui, alors voilà, il y a Étienne en back-office qui dit qu'on peut mettre 2 animaux sur le bateau pour Potomac. Alors, on a des jetons, vous voyez, on les repère par une couleur et puis également les faces. Vous voyez, le dé, c'est pas les mêmes faces. Voilà, c'est le même sujet, un timbre, un Lego, 3 Lego, mais c'est pas le même dé. Donc, je mets tous ces jetons-là dans la maison. Hop, je secoue la maison comme ceci. Et là, le truc magique, c'est qu'on a une lampe. Voilà. Voilà, elle s'allume pendant une durée déterminée. Et pendant ce temps-là, on va aller regarder. Alors là, je n'ai pas mis le truc comme il fallait. Ça ne marche pas. Voilà, alors, bon, je n'ai pas mis un élément. Je vous explique le système. C'est que, voilà, donc la maison est éclairée et on va aller regarder. Je vais vous mettre en latéral. Voilà, on va regarder par les fenêtres pour essayer de repérer, tant que la lumière est allumée, où sont les petits objets. Voilà. Descends un peu, on ne voit pas là. Ben oui, pardon. La maison est trop haute. Voilà. De toute façon, pour vous montrer ça à la caméra, ce n'est pas possible. Mais vous voyez l'idée. On regarde par la fenêtre où sont les objets. Voilà. Pendant que ça éclaire. Une fois que donc, tout le monde a regardé par des fenêtres différentes, on n'a pas vu tous les mêmes choses, mais on sait des choses. Ensuite, on a, là pour la rejouabilité, c'est excellent, on a 4 sortes de défis de plus en plus compliqués. Donc au départ, on va prendre celui-là. On va poser des tuiles, vous voyez, maison, une tuile maison sur la maison et des petites tuiles rondes là où il y a marqué des objets. Ce qui fait que non seulement il y a 4 plateaux de jeu, mais en plus, ça ne sera jamais pareil puisque à chaque fois, on met des jetons différents. Donc là, on a regardé la maison, hop, on retourne ça. On retourne ça et tous ensemble, on va se concerter. Voilà. Ici, on a besoin de savoir est-ce que les pions de jeu et les dés étaient dans la même pièce.
Si oui, on met ça. Sinon, on met la petite croix. Ici, on veut savoir si lequel ou lesquels de ces objets étaient dans la chambre. Donc, pareil, sur les objets qu'on a vus dans la chambre, hop, on met un petit V. Ici, on veut savoir s'il y avait les clés dans la cuisine. Et là, on veut savoir dans quelle pièce était la bague. Voilà. Donc, on se met d'accord, on met les réponses. Ensuite, on ouvre la maison et on voit le nombre de points que l'on a gagné. Voilà. Et sur les autres plateaux, donc c'est toujours le même principe, sauf que il va falloir donner parfois, sur les plateaux plus difficiles, il va falloir dire sur quelle face était le jeton. Voilà, donc là on rentre dans la subtilité. Ça se joue en 4 manches, donc éventuellement on peut, si les enfants sont jeunes, peut-être qu'on va faire 4 fois le premier plateau, mais s'ils sont plus grands, peut-être qu'on va faire le plateau 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4. Voilà. Donc c'est vraiment un jeu qui change complètement. Et la première fois qu'on a vu le prototype, on a fait wow. Voilà. Et le succès est au rendez-vous, puisque comme vous disiez Sabine, eh bien, il a été en rupture très vite au mois de début décembre et qu'on les récupérera qu'au mois de mars. J'avais une question sur les jetons Joker, je crois, du jeu précédent. Et non, non, on ne les a pas fortifiés. C'était les jeux. Le Potomac, oui, non, ils sont très. Les tuiles avec les loups, là. Oui, oui. Non, c'est des tuiles en carton épais. Ouais, ouais, Donc, super, non, 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 ils sont ouais. naturellement comme ceux-là. Absolument. À moi donc pour le tour du monde de Lou. Donc là, c'est un jeu de plateau. On m'a demandé un petit peu de préciser en début de présentation le but du jeu. Donc là, le Lou va poster des cartes postales. Je vous montre la boîte du jeu. Donc de préciser en fait le but du jeu au début de la présentation, Laurence. D'accord, ok, très bien. Donc là, à toi. À moi. Donc vous voyez le plateau, on le voit presque en entier. Voilà, c'est un planisphère. Donc voilà, c'est le jeu qui fait envie et qui est réconfortant en ce moment. On voyage avec le loup. Voilà. Alors, on a un pion d'enfer. Vous voyez un loup magnifique en fer. Voilà. L'objectif, c'est d'aller poster toutes les cartes postales de loup. Donc, ça peut jouer en coopératif, en compétitif. Donc, les cartes postales, elles sont très chouettes. Vous voyez, la carte postale du Canada. Et on a à chaque fois un petit texte derrière. On a l'adresse de Chemin de la Prairie, forêt lointaine. Salut Joshua, j'ai franchi ce matin la frontière du Canada et j'ai pu admirer les chutes du Niagara, très impressionnant. J'ai rencontré un renne très sympathique et j'ai pris thé dans son chalet, ton ami Lou. Voilà. Et on voit effectivement le renne dans son chalet. Donc on partage les cartes postales entre les joueurs et chaque joueur à son tour va jeter le dé. Voilà. Donc le loup, on le promène, donc c'est le même loup pour tout le monde, et on le promène où on veut. Voilà. Là, il peut se rapprocher du Brésil, par exemple. Si on tombe sur une carte action, on va prendre une carte action et on va la lire. Avance une case dans la direction de ton choix. Super. Voilà. Je suis au Brésil. Si j'ai la carte postale du Brésil, et ben à ce moment-là, je peux la poster. Voilà. Donc, les cartes action. Lou a oublié son appareil photo à l'aéroport, retourne sur le dernier lieu qu'il a visité, avance de 3 cases dans la direction de ton choix. Voilà. Voilà un petit peu l'idée de ce jeu. Et puis, c'est l'occasion de discuter avec les enfants, éventuellement des endroits où ils sont allés, comment c'est en Afrique, comment c'est différent de la Russie, etc. Bouquiner les cartes postales. Voilà. Des questions ? Non, non, non. J'ai eu une question sur noter l'âge, le temps de partie. J'ai répondu à partir de 4-5 ans, 2 à 6 joueurs et 15 minutes la partie. Je pense que c'est ça. Oui, tout à fait. Alors, c'est effectivement, eux, ils le donnent à partir de 4 ans, pourquoi pas. Moi, je trouve que c'est sympa quand l'enfant peut lire les cartes postales. Voilà. Quand il est lecteur, après, quelqu'un peut lui lire, hein, bien sûr. On me demande si c'est vraiment coopératif. Alors,
en fait, dans la version coopérative, on tire 6 cartes postales et on a 10 tours pour réussir à poster les 6 cartes postales. Voilà. Et dans l'autre version pas coopérative, on a chacun un certain nombre de cartes postales en fonction du nombre de joueurs. Et là, c'est le premier qui aura posté toutes ces cartes postales qui aura gagné la partie. Et on peut remarquer que le loup est peut-être très très joli, mais il n'est pas très stable. Ah oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Alors, à moi, sortilège à l'école de magie. Avant, j'ai passage secret, Sabine. Où je suis allée trop vite, pardon. Eh ben, je l'ai perdu. Eh ben, je l'ai perdu, mais je vais aller le rechercher. Je sais pas. Vous voyez, c'est ça le direct. J'ai perdu le passage secret, mais on va le retrouver rapidement. Voilà, excuse-moi Laurence. Passage secret, voilà. Encore une jolie boîte. Donc voilà, passage secret. À partir de 5 ans, de 1 à 6 joueurs, partie 15 minutes, 26,80 €. Jeu coopératif d'enquête, cette fois-ci. D'enquête, jeu d'enquête et jeu de mémoire coopératif. À toi, Laurence. Alors, vous voyez, là, donc c'est à partir de 5 ans. Bon, ça peut faire 5-10 ans sans problème. On est déjà dans un look moins enfant, moins jeune. On est dans un manoir et il y a un voleur qui est passé qui a dérobé 3 objets. Alors, je change de caméra. Voilà, les 3 objets, on les a mis sous le tapis sans regarder ce que c'est au départ. Voilà, et c'est ces objets-là que l'on cherche. Alors, chaque joueur a son tour. Et vous voyez, ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y a des petits objets dans les pièces, sur les étagères, partout. Chaque joueur à son tour va retourner 2 tuiles. J'ai ici une enveloppe et des pièces d'or. Voilà, c'est pas bon. Au joueur suivant, qui va retourner. Qu'est-ce que c'est que ça? Une montre et ben, je ne sais pas trop ce que c'est. Un diamant. Voilà. Donc, au fil des tours, eh bien, on va finir par trouver des paires. Quand on trouve une paire, on la prend et on la met à la cave. Et vous voyez, là, tous les objets sont dessinés. Hein, c'est un repère pour la fin de la partie. Donc, quand on a trouvé, imaginons que j'ai trouvé les 2 piles de pièces d'or, hop, je vais les mettre là. Le problème, c'est que de temps en temps, on tombe sur l'horloge. Voilà. Et quand ça, c'est l'horloge du manoir. Et quand on tombe sur l'horloge du manoir, hop, il se passe 1 heure. Si on tombe sur 2 horloges, il se passe 2 heures. Et quand il va être minuit, eh bien, la partie est terminée. Et à ce moment-là, on a plus ou moins avancé sur le jeu selon qu'on a été bon sur la mémoire ou pas. Et on va dire, eh ben voilà, on pense que le voleur a dérobé un diamant, un livre et un collier en perles. Et on va aller voir ici, sous le tapis, on va prendre les 3 objets et on va voir si on avait trouvé, voilà, la bonne réponse. Donc, la réponse, ça va être aussi de la déduction parce qu'on va savoir que, par exemple, on avait vu un collier, mais qu'on n'avait jamais trouvé l'autre. Ben, voilà. Et tous ensemble, on réfléchit à ça. C'est précieux d'être plusieurs pour les jeux de mémoire. Et à chaque fois qu'on trouve une horloge, hop, elle va ici dans la petite pièce. Donc, le design du jeu, il est super sympa. Alors, c'est un décor en carton, mais c'est bien, vous voyez, je ne peux pas le plier, c'est bien costaud et c'est pareil, on en a vendu plein et aucune demande de SAV. En fait, ce sont les objets sans double qu'on me demande. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors après, comme on met les objets au hasard sous le tapis, ça peut être un double aussi. On ne sait pas ce qu'il y a sous le tapis. Là, en fait, avant de mettre les objets sous le tapis, on enlève les horloges. Ça ne peut pas être des horloges sous le tapis parce que ce n'est pas des objets dérobés. C'est juste ce qui fait avancer l'horloge du manoir. On en enlève 3 au hasard et après on mélange avec les horloges et on les place dans le manoir. Et maintenant, s'il n'y a pas de questions, nous allons Alors, passer... si moi je vais prendre la main parce qu'on me pose la question.
Alors, le Tour du monde du loup n'est pas une réédition des Enfants du monde parce que les Enfants du monde ont été réédités chez Belléduc. Je vous le montre là, qui lui n'est pas, sauf si je me trompe, mais c'est pas un jeu de coopération. On prend aussi la même idée des cartes et des déplacements, etc., qui est très joli avec une carte qu'on a montrée dans un autre webinaire, mais ce sont deux jeux différents entre le Tour du monde du loup et les Enfants du monde. Voilà, c'était petite précision parce que j'avais une question et là, on passe bien au sortilège de l'école des magies. Oui, Laurence? Oui, Sortilège? les Enfants du monde, c'est plus facile quand même. Parce qu'on offre des cartes postales effectivement aux autres joueurs de son pays. Ouais, mais je pense que c'est le design qui a dû. Oui, non, mais ouais, la thématique est identique. Mais il n'y a pas ce côté se repérer sur le planisphère, il faut que j'aille au Brésil, c'est où, je passe par où, voilà. Donc, sortilège à l'école de magie, on est sur un jeu de mémoire coopérative dans le jardin de l'école de magie. Voilà, donc là, on est à partir de 6 ans pour une partie de 25 minutes, 25 €. Voilà, à toi, Laurence. Alors, on a aussi là un montage. Voilà, oui, c'est l'école. C'est l'école de magie et les petits sorciers ont envie d'y aller par effraction pendant la nuit. Voilà. Mais il y a un fantôme qui veille. Donc ça, c'est à partir de 6 ans. Alors, je me remets en caméra du dessus. Voilà. Donc, voilà le plateau de jeu. Les petits sorciers qui démarrent ici. Vous voyez, il y a une espèce de marché de nuit. Là, ils sont là. Hop, hop, hop. Voilà. Et on a le fantôme qui veille au grain, mais bon, voilà, il est un petit peu loin au départ. Alors, on va jeter les 3D. Et là, vous voyez, il y a des petites, ils appellent ça, il y a des petits objets lumineux qui vont aider les petits sorciers à avancer. Donc là, il faut que je trouve une feuille et un petit arc là. Oh, bah, pas de chance, ça tombe direct sur le fantôme. Donc le fantôme, là, il avance d'une case et mon tour est terminé. Le joueur suivant jette les dés. Ah, là, il faut trouver la chauve-souris et l'araignée. Je vais aller voir là. Ouh, j'ai trouvé l'araignée. Cool. Je peux continuer. La clé, là, je me suis trompée, je n'ai pas besoin de la clé. Mais je peux déjà avancer mon petit sorcier d'une case. Voilà, donc au fur et à mesure, on va se rappeler où sont les objets. On va faire avancer les petits sorciers. Si le fantôme nous rattrape, et bien là, on est cuit. Il nous ramène tous au dortoir et la partie est terminée. Voilà. Et l'objectif, c'est d'avoir rentré tous les sorciers ici dans la petite maison. Vous voyez, hop là. Voilà, donc ça fait plus grand aussi. C'est donné à partir de 6 ans. Et c'est pareil, 6-10 ans, sans problème. Et puis après, il y a des petites potions. Enfin, je ne vous dis pas tous les détails des règles. Hein. Il y a des petites potions, des petites choses pour avancer plus vite, voilà, pour troubler un peu le fantôme, pour gagner un peu de temps. Donc voilà, c'était ma partie à moi. Donc on est arrivé au jeu à partir de 6 ans. Et allez, il est 15h30, on va dépasser un petit peu, pas très très longtemps. Étienne a quelques jeux à vous montrer pour les un petit peu plus grands. Attends, j'ai 2 questions. On retourne les tuiles de notre choix? Oui, absolument. On retourne les tuiles de son choix. Donc au fur et à mesure, bah, on est censé tous ensemble se rappeler où elles sont. Et peut-on déplacer n'importe quel sorcier? Eh bien ça, je ne sais plus, mais je vous le redis dans 5 minutes. Je regarde. Non. On me demande vraiment de savoir si c'est vraiment un coopératif. Bon, moi, je te laisse réviser la règle pendant qu'on va passer avec Étienne un tout autre type de jeu, mais tout aussi coopératif, avec un jeu d'adresse coopératif du labyrinthe. Donc là, ça, c'est chez Goki. Je peux y aller? Alors, voilà. Bientôt, bientôt, Étienne. J'arrive. Voilà. En bois. À vous, Étienne. Allez. Donc voilà, mais on va où en effet, on va essayer d'aller un petit peu vite. On repart sur quelque chose qui est un peu plus dans le coopératif moteur.
Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on ne va pas vous présenter le parachute, etc., parce que tout le monde connaît, mais on est un peu dans la même chose qui fait plus appel à la motricité des uns des autres. Donc là, on a un petit jeu coopératif qui peut se jouer à 2 si chacun prend 2 côtés, ou à 4 avec chacun une petite ficelle. Et donc, il y a 2 labyrinthes. Il y en a un de chaque côté, il y en a un par là et un de l'autre côté qui est plus en rond. Et il faut évidemment faire arriver la petite bille d'un côté à l'autre du labyrinthe en tirant plus ou moins sur les différentes petites ficelles pour faire avancer la bille. Donc, mais oui, vas-y, mais non, tire par là, pousse, machin, voilà, comme ça. Donc, c'est des petites parties toutes simples et très sympa. Et là, pour le coup, tout le monde le reconnaîtra, franchement coopératif. On passe sans transition sur la même chose en grand. Hop, avec ce Vous voulez pas le site, Étienne? Comment? Je passe pas le site? Bon, après, puisque là, je suis dans mon élan là. Ok. Voilà. Donc, ce grand truc-là, qui est pareil, avec chacun, hop, on a une grande ficelle à chaque angle, comme ça, avec 2 poignées en bois. Tout est en bois, c'est un très beau jeu. Donc, on peut jouer, si on a chacun dans une main 2 poignées, eh bien, on peut jouer à 4. Et si on a chacun une seule poignée, eh bien, on peut jouer même à 8 pour là aussi faire partir, c'est le même principe, hein, un labyrinthe. Et on a plusieurs plaques, grosses plaques en bois, pour mettre les 3 petites boules rouges dedans, etc. En faisant bouger tout ça, la plaque. Donc, très sympa à faire, même à l'extérieur, en cours de récré. Cette fois, Sabine, je vous redonne la main pour le présenter peut-être sur le site. Vous pouvez aussi montrer les skis de coordination dans le même ordre d'idée, des petits skis à faire à 2 pour avancer comme ça. C'est classique, mais on est vraiment dans la coop. Ok. J'y vais immédiatement. Et pendant que Sabine vous montre ça, la réponse pour sortilège à l'école de magie, en fait, chaque joueur a un sorcier. Quand mon sorcier est rentré dans l'école de magie, je ne joue plus, mais j'aide les autres à jouer. Voilà, donc c'est vraiment un jeu coopératif. Donc, vous là, avec les enfants, vous voyez un petit peu sur la taille des ficelles. On vous montre, je vous montre encore le site. Étienne, voulez-vous que je vous montre les skis de coordination, parce qu'ils sont très grands. Voilà. Vous voyez bien, voilà. Voilà. Je garde la main pour vous montrer sur le site Détective Charlie avant de passer rapidement la main à Étienne. Voilà. Lui aussi, victime de son succès, ne reviendra qu'en février. Donc là, à partir de 7 ans, à vous, Étienne. Oui, là aussi, on a choisi quand même de vous le montrer parce qu'il est sorti il n'y a pas tellement longtemps et qu'on le trouve super et un peu original. C'est une petite enquête coopérative. Donc voilà la boîte, Détective Charlie, à partir de 7 ans. On a 6 enquêtes différentes qui sont présentées dans des petites pochettes comme ça, avec des petites cartes à l'intérieur. On en a sorti une dans chaque enquête. Donc la boîte, sinon, elle se présente comme ça, avec des suspects qu'on range autour de la boîte. On tire les cartes de l'enquête. Il y a le petit détective Charlie qui est une femme, Charlie avec un E. Et donc, on a les suspects qui sont comme ça rangés en rond. On a je vais chercher le dé, mais c'est compliqué. Voilà. Une énigme donc, qui a peint la plage en rose. La plage a été peinte en rose. Et donc, on part d'un de nos suspects, on tire le dé. Donc, je fais 2, je me déplace dans le sens que je veux, 1, 2. Et je vais voir un petit peu ce qui s'est passé. Et là, Marie Mouette nous dit que, en effet, le sable, c'est du jus de betterave, c'est sans danger. Donc, au fur et à mesure, on a des petits indices qui nous permettent d'éliminer l'un ou plusieurs des suspects pour qu'au final, normalement, si on a bien fait les choses, il n'en reste qu'un. Donc, l'intérêt, c'est au fur et à mesure de pouvoir discuter des indices qui sortent et d'en déduire la solution ensemble. Donc là, pour le coup, également une authentique enquête coopérative avec évidemment des difficultés croissantes
dans les 6 enquêtes, celle avec la plage du peinte en rose étant la plus facile. Donc, à partir de 7 ans, chez Loki. Voilà. Sabine. Je passe à Bandida, moi. Voilà. Donc, la toute petite boîte, parce que ce sont des petites boîtes, Bandido, Bandida. Voilà. À partir de 6 ans, 11 €. Petite boîte parce que les cartes font 9 par 4,5. Facile à transporter. Voilà. À vous, Étienne. Jeu de voyage, mais pas vraiment, parce qu'au fur et à mesure, le labyrinthe s'étend. Donc voilà, Bandido, ça vous étonnera pas. Bandida, ça vous étonnera pas, c'est l'alter ego féminin de Bandido. La voilà, elle est en prison. On pose la carte sur la table, et puis ensuite, chacun a 3 cartes différentes, et on repioche à chaque fois dans la pioche. Et l'idée, c'est soit en effet, d'empêcher Bandida de sortir en fermant les tunnels. À chaque fois qu'on a posé une carte, eh bien, on en reprend une. Et ça, tous ensemble. En essayant de discuter et de se coordonner, soit si on décide d'une autre règle, mais c'est la même chose, en bouchant les autres tunnels, mais en faisant en sorte que Bandida puisse s'échapper grâce à la petite échelle. On peut aussi le mixer avec Bandido pour avoir une plus grande surface. Donc, ce n'est pas toujours facile. C'est assez sympa, ça s'étend au fur et à mesure. Voilà, donc l'idée, c'est au fur et à mesure de boucher tous ensemble les tunnels. Attends, moi, celui-là, je peux le fermer, laisse-le-moi pour la prochaine fois, etc. Donc, on est vraiment sur un authentique mini coop et un vrai best-seller. On bascule sur Hero Town. Hero Town. Hero Town, donc voilà. Petit jeu de cartes de chez Djeco. L'auteur est notre ami Vincent. Vincent Bonnard qui a. Voilà. À partir de 6 ans et petit jeu de 8,80 € de Djeco. À vous, Étienne. Alors, Hero Town, avec donc la town en question qui est symbolisée par ce building. On a des super-héros qui sont là et qui disposent d'un certain nombre de pouvoirs. On a des méchants qu'on va retourner au fur et à mesure. Oups, comment je peux les mettre ici, voilà. Et chacun dispose d'un certain nombre de cartes avec les pouvoirs en question. Mais voilà, oups, je vais tomber. Mais qui sont retournés. Donc, hop. Alors, attendez, je vais pousser les super-héros un petit peu pour pouvoir mettre les pouvoirs comme ça. Donc, chacun en fonction, on a, selon le nombre de joueurs, on peut en avoir jusqu'à 12 devant soi. Et lorsque je retourne un super méchant, le voilà, eh bien, on s'aperçoit que ce super méchant a peur du super-héros là. Ça, c'est le super-héros qui peut le vaincre. Le super-héros qui peut le vaincre, le voilà. Et lui, il est symbolisé par les lunettes et le bouclier. Voilà. Et donc, les uns les autres se disent, moi, je pense que j'ai une paire de lunettes ici. Tac, un bouclier, j'ai du bol. Donc voilà, j'ai retourné le bouclier. C'est bon, il faut maintenant retrouver la lunette. Donc toi, je pense que la dernière fois, tu en avais retourné une à cet endroit-là de ton paquet de cartes. Mais non, tu te trompes, c'était là, etc. Donc on discute un petit peu pour retrouver une paire de lunettes. J'ai vraiment de la chance. Voilà une paire de lunettes. Donc à ce moment-là, le super méchant est vaincu. Si je m'étais trompé et que j'étais tombé sur, évidemment, c'est pas comme ça, sur une épée, eh bien dans ce cas-là, pas de pause, c'est le super méchant qui gagne. Et à ce moment-là, on retourne une partie du building qui termine en flammes. Donc l'idée, c'est qu'on réussisse à vaincre tous les super-héros, sur les super méchants, avant que le building ne soit entièrement enflammé. C'est un jeu à la fois de mémoire, mais de mémoire collective, où chacun discute des moyens de vaincre le super méchant qu'on vient de retourner. Voilà, un petit jeu de Djeco, dans la même collection que les Batawaf, etc. Donc c'est là pour le coup un vrai petit jeu de voyage également. Voilà. On passe aux 6 000. Étienne, j'avais une question sur l'âge de Bandida. C'est 6-7 ans, non? L'âge de Bandida, ouais. Je dis ça au pif, mais il me semble qu'ils ont peut-être dû mettre 7, mais à 6. Ouais, c'est ça, 6, ça marche, quoi. On va passer aux 6 000 €. Donc, 6 000 €, on a plusieurs thématiques. 6 000 € animaux, animaux sauvages, mythes, histoire et contes. Vous me dites, ça 6 000 €, c'est lequel que vous présentez, animaux? C'est animaux, ouais. Voilà, je vous montre un petit peu les cartes, mais qu'Étienne va mieux vous présenter.
On est à partir de 7 ans, donc on continue la progression. Puis jeu à 12 €. À vous, Étienne. Alors, Similo, en effet. Hein, Similo, animaux sauvages, mythes, histoire et contes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les mixer. Alors, on va éviter de mixer les mythes et les animaux, mais on peut mixer les animaux et les animaux sauvages ou les mythes et les contes, par exemple. Hein. Donc, c'est un jeu asymétrique dans le sens où il y a un maître de jeu et des joueurs en face qui tentent de deviner. Donc, dans ces 12 cartes animaux que j'ai mis sur la table, il y en a une que j'ai regardée au préalable et qu'il faut que je fasse deviner aux autres joueurs. Je suis le maître du jeu. Pour ça, j'ai 5 cartes en main. Et lorsque j'en ai placé une, eh bien, je repioche pour en avoir toujours 5. Je choisis celle qui m'arrange. Moi, disons que j'ai l'âne à faire deviner. Et si je mets une carte indice en sens vertical tournée vers vous, les joueurs, c'est que cet indice a quelque chose à voir avec la carte que je dois faire deviner. Si je la mets en sens horizontal, c'est qu'elle n'a rien à voir, au contraire, avec celle que je dois vous faire deviner. Et ensuite, vous discutez avec vous. Donc, au premier tour, vous en supprimez une. Donc, je dois vous faire deviner l'âne, j'ai mis la vache. Vous dites, bon, probablement, puisque je l'ai mis dans un sens vertical, elle a quelque chose à voir avec ce que je vais vous faire deviner. Vous pouvez, sans trop de risque, par exemple, éliminer le hibou. Au deuxième tour, vous en éliminez 2, puis 3, puis 4. Et à la fin, il vous en reste plus que 2, par exemple l'âne et le cheval. Et là, vous décidez de celle qui vous semble la plus cohérente. Donc, c'est un petit jeu de concertation, en fait, hein, pour deviner ensemble voilà, pour réussir à deviner ensemble une carte. Avec les contes, on est sur l'univers d'Aladin, du chat botté, du petit chaperon rouge. Avec l'histoire, on est sur Shakespeare, Alexandre le Grand, Cléopâtre ou Vincent van Gogh, etc., etc. Donc une vraie réussite, quoi. Cette série, c'est une vraie réussite. Ce sont des petits jeux simples qui prennent, chaque partie prend 5-10 minutes et c'est vraiment très sympa. Donc on donne 4 indices en tout. Hein. 1, 2, 3, 4. On a 4 indices successifs. Oui, absolument. Et après Similo, je vous présente One Key. Là, c'est un jeu coopératif d'association d'images rapide et addictif. Donc, voilà la boîte. La présentation du contenu à partir de 8 ans. 30,80 €. À vous, Étienne. Alors, je suis allée trop vite. Je vais vous la faire courte. One Key, c'est la même chose. Voilà. C'est pareil que Similo, mais avec des cartes à la mode Dixit. Voilà. C'est une sorte de mélange de Similo et de Dixit. Donc, on a des cartes avec des univers un peu loufoques. Là, une grenouille au-dessus d'un parapluie dans une sorte d'un paysage de désert. Baissez un peu la carte. Comment? Baissez un petit peu la carte. Elle était trop haute. On ne voyait pas le haut de la carte. Ah, pardon. Là, bon, là. Descendez, descendez. Voilà, parfait. Ah, c'est bien là? Ouais. Voilà. Avec une sorte de reine sur un plateau d'échecs dont certains s'inclinent vers elle. Voilà, tout un tas de trucs plutôt vachement bien dessinés. On a 84 cartes en tout, donc c'est vraiment pas mal. Dans tous les univers, à chaque fois, c'est complètement baroque. Et il y a plein de façons, évidemment, c'est le principe de les interpréter. Donc là aussi, il y en a une à faire deviner parmi 12. Le maître de jeu propose à chaque fois une carte qu'il pose. Évidemment, il n'y a aucune discussion entre le maître de jeu et les joueurs, hein, qu'il pose sur des petits cartons comme ça, selon que la carte qu'il pose a beaucoup à voir avec la carte à deviner, un peu ou pas du tout. Et à chaque fois, les joueurs discutent entre eux. Et pour l'avoir testé un certain nombre de fois, il y a vraiment des discussions enflammées autour des uns des autres parce qu'encore une fois, il y a plein de façons de les interpréter. Donc sur la forme, la couleur, le sens, voilà. Et au fur et à mesure, les cartes s'empilent. On a de plus en plus d'indices, mais ça peut être aussi de plus en plus embrouillant. Voilà. Un super jeu. Le dernier jeu que vous présentez, c'est Totem. Petit jeu qui fait du bien. Exactement. À vous, Étienne. Alors, Totem, ce n'est pas vraiment un jeu au sens, c'est plutôt une activité en quelque sorte. Ce n'est pas un jeu où il y aurait un but du jeu. C'est vraiment un jeu, comme nous disent les créateurs canadiens, pour envoyer des vagues d'amour aux uns et aux autres. Donc, mais réellement, c'est comme ça que ça se passe. On l'a déjà présenté dans un webinaire
précédents, il s'agit de prendre une personne autour de la table qu'on connaît bien et de déterminer son totem, au sens totem scout, castor, agile ou ce genre de choses. Donc chacun dispose de 7 cartes avec des animaux et choisit celle qui ressemble le plus à la personne qu'on doit caractériser. Donc c'est pas juste, l'intérêt, c'est pas juste de dire tu ressembles à un chien ou tu ressembles à un dauphin, mais c'est de dire pourquoi. Donc là, une fourmi, parce que tu reconnais et exploites efficacement les forces des autres. Une chauve-souris, parce que tu vois mieux que quiconque les opportunités qui se présentent. Voilà. Donc on choisit, on les met devant la personne en question, qui ensuite elle-même choisit celle qui lui semble la plus adaptée à son propre cas. Et on fait la même chose ensuite avec des qualités. Ton authenticité. Ce qui m'inspire chez toi, c'est ton authenticité, ta bienveillance, ton esprit coopératif. Donc on va être chauve-souris bienveillante. Voilà. Donc chacun finit avec son totem, mais en fait, pendant 10 minutes, un quart d'heure, on a envoyé dans la figure de l'autre en face plus de compliments globalement qu'il n'en a reçu en moyenne dans l'année écoulée. Donc voilà, on envoie des vagues de bienveillance et d'affection aux personnes qui entourent, qui sont avec nous autour de la table, et c'est plutôt évidemment un moment agréable et sympathique. Donc on peut dire qu'on est en quelque sorte dans une forme de coopération un peu différente, mais enfin en tout cas c'est pas un jeu compétitif, c'est le moins qu'on puisse dire. On l'adore, on en vend des cargaisons, c'est un vrai ovni, mais un de nos préférés quand même. Voilà. Terminé pour cette présentation. Merci à tous. On est pardon d'avoir débordé, mais c'est un peu comme d'habitude. Et puis on est OK pour vos questions, bien sûr, avec grand plaisir. Alors, c'est pas une question là, on me dit juste pour dire que Totem est super et pour jouer avec ses collègues, ça fait du bien. C'était une petite remarque. Moi, je vais peut-être reprendre juste la main sur le site. Alors, si on joue, pardon, sur Totem avec... évidemment, c'est mieux si on joue avec des gens qu'on connaît. Si on joue avec des gens qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît pas bien, on peut commencer par un petit tour de table où chacun se présente. Et ça peut faire le support pour ensuite caractériser les personnes en question. Pardon, je voulais revenir sur le site avant d'écouter vos questions et de conclure. Donc là, on est sur le site général de Didacto. Pour ceux qui n'y vont pas assez souvent, allez-y, allez-y, allez-y. Je voudrais vous montrer deux choses par rapport au webinaire qu'on vient de faire. Donc, vous savez que là, on est rubrique pour l'instant là. Dans la rubrique jeux de société, jeux de cartes, etc., vous avez là les jeux coopératifs. Donc là, vous retrouvez tous ceux qu'on a présentés aujourd'hui et encore plein d'autres, parce qu'il a fallu un petit peu sélectionner, mais vous les retrouvez là dans jeux coopératifs. C'était la première chose que je voulais montrer. Et ensuite, dans ressources, il y a nos kits. Voilà. Où là, vous allez retrouver tous les kits que l'on a constitués et notamment 2 kits sur lesquels on s'est appuyé pour faire ce webinaire qui sont les kits des jeux de coopération 3-6 ans où là, on vous a sélectionné un kit qui contient 6 jeux de ceux qu'on a présentés. Voilà, vous avez une bonne base de jeux de coopération pour les 3-6 ans et un deuxième lot de kits de jeux de coopération pour les 6-10 ans, également avec 6 jeux. Voilà, c'était pour aller retrouver en fait les kits sur le site. Vous dire qu'on allait vous envoyer le catalogue PDF de tous les jeux présentés. On va vous envoyer ça par mail. Et puis que ce webinaire sera disponible très rapidement sur le site. Et sur la chaîne YouTube. Et sur la chaîne YouTube de Didacto. Je vous laisse la parole, Étienne, et on est prêt à écouter vos questions. Non, pareil. Plus rien à dire. On vous écoute avec plaisir. Merci d'avoir été là à nouveau. Non, c'est des remerciements qui arrivent plus que des questions. Je pense que les questions, on les a eues au fur et à mesure sur les jeux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous envoyer des thématiques que vous souhaiteriez qu'on développe. On aura plein d'autres idées pour les webinaires suivants. On vous tient au courant, mais on est toujours preneur d'idées. Voilà. Le prochain webinaire aura lieu au mois de février. La date n'est pas encore complètement fixée. Ça sera probablement sur les jeux de calcul mental. Voilà, les jeux de calcul mental. Donc un gros sujet également.
Ah bah, voilà. Non, non, c'est plein de remerciements, disant que tout se passe bien, qu'il y en a, c'était des premières et il y en a qui continuent à venir et revenir sur à chaque fois les différentes thématiques. Alors, sur la question où retrouver les webinaires sur le site, je vais essayer d'y aller rapidement pour vous les montrer. Le blog. Pas évident, évident. Le site va bientôt changer et on essaiera de mettre tout ça plus en évidence. Alors, je vais essayer d'aller vous le montrer rapidement. Hop, hop. Est-ce que j'y suis là? Voilà. Voilà, voilà. Donc là, on a les dossiers et les derniers webinaires que l'on a organisés. Voilà. Jeux de société en maternelle, s'entraîner aux difficultés du français. Et vous les retrouvez en fait au début sur la page, descendant en descendant. Là, avec tous les articles, c'est un moyen de les retrouver. Voilà, avec les dossiers et avec les webinaires. Voilà, je refais un petit tour sur les questions et puis je pense qu'on va pouvoir... Voilà, webinaire sur le calcul mental, le thème est validé, Étienne. Bon, bah, écoutez, ça me fait plaisir. Bon, ben... Février. À bientôt. Merci. Eh bien, nous, on vous remercie et puis on vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Vous retrouvez sur notre site à votre service. Donc, n'hésitez pas, le mail, le contact @didacto.com si vous avez des questions. Et à très bientôt. Au revoir.